Bonsoir, ravi de vous accueillir. C'est un petit mot rapide parce que vous n'êtes pas là pour de grands discours, mais vous êtes là pour un magnifique projet, n'est-ce pas, monsieur le directeur de Paris Santé Campus, qui concerne le Val-de-Grâce. Alors, le Val-de-Grâce, on a tous en tête, on est un peu des polytraumatisés, vous ne nous en voulez pas, hein, que le Val-de-Grâce, ce magnifique hôpital d'instruction des armées, a fermé en juillet 2016, en tout cas formellement. Je me souviens, j'y étais, on a roulé les drapeaux. Et à un moment donné, il ne faut évidemment pas se retourner sur le passé, mais il faut regarder l'avenir. Et je pense traduire, alors Madame la garante du débat public, je pense traduire, je dis ça avec beaucoup de modestie, je ne sais plus où vous êtes Madame la garante du débat public, je pense traduire un peu un état d'esprit général, hein, ne voyez pas une forme d'influence dans mon propos. Je pense que beaucoup se disaient, il faudrait qu'il y ait quelque chose autour de la santé, quelque chose autour de l'intérêt général. Vous m'en voudrez pas, monsieur le premier adjoint qui est là, Édouard Civelle, se battra aussi à mes côtés, aux côtés de nombreux administrés. Nous rêvons aussi de pouvoir ouvrir le magnifique espace vert aux Parisiennes et aux Parisiens, même si ce n'est pas le cœur du projet. Donc je voudrais saluer tout particulièrement également, mais je sais qu'ils vont se présenter après, Vincent Motika, le directeur service de la performance du MESRI. Alors le MESRI, derrière cet acronyme, je pense qu'une partie d'entre vous le savent, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notre éminent voisin du haut de la montagne Sainte-Geneviève, qui a par ailleurs, monsieur le directeur, un autre projet, c'est pas vous qui le portez directement, mais qui est celui de la restructuration de la fameuse boîte à claques de l'école polytechnique. Donc, il va y avoir d'ici 3 ans maximum un magnifique centre de conférences internationales qui sera en lieu et place de la fameuse boîte à claques de Polytechnique. J'en profite, je referme la parenthèse. Charlotte Vergely, architecte du patrimoine. Pardon, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Très important, le patrimoine. Edith Vallée, paysagiste. Je ne vous vois pas. Ah, mais pourquoi vous vous cachez? Le paysage ne doit pas se cacher. Madame la garante de la Commission nationale du débat public. Et puis, évidemment, toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous allez travailler d'arrache-pied. Vous m'avez dit, monsieur le directeur, que vous allez présenter les grands attendus de ce beau projet. J'imagine que vous allez avoir aussi plein de questions, plein d'attentes. C'est le 4e, je crois, rendez-vous. Vous êtes... il y aura des visites. Alors nous y serons. Hein, je pense que beaucoup d'élus y seront, mais pas que, des conseillers de quartier, puisque le 13 octobre et le 26 octobre prochain, il y aura des visites de terrain. Donc vous allez y revenir, mais j'espère qu'on va se retrouver nombreux. Et nous clôturerons ici, c'est comme ça qu'on dit, Madame la garante du débat public, nous clôturerons ici le débat. Alors c'est censé se terminer le 13 novembre, mais il y aura une réunion un petit peu de synthèse ici, qui sera le 9 novembre. Le 9 novembre, à quelle heure? À 19h. À 19h. Donc vous êtes toutes et tous invités. Merci encore pour cette préparation et merci pour ces échanges. Merci beaucoup, Madame la maire, pour votre présence et puis surtout de nous accueillir dans cette magnifique mairie. Je pense qu'il sera féconde au travail qu'on va mener ce soir avec toutes les personnes qui sont présentes. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Aurélie Pic. C'est moi qui vais animer et organiser nos échanges ce soir. Un grand merci pour votre présence ce soir pour cet atelier dans le cadre de la concertation préalable relative au projet, au programme Paris Santé Campus. On a une soirée qui va s'organiser autour de plusieurs étapes, même si le cœur de notre soirée, c'est vous, en fait. Hein, c'est vous qui allez travailler ce soir, c'est votre tour.
On va quand même d'abord vous faire une présentation succincte du projet pour vous donner le cadre général dans lequel on travaille ce soir. Vous aurez l'occasion évidemment de poser des questions, mais plutôt des questions de précision, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans la présentation sur lesquelles vous auriez des questions. Et assez vite, on va passer à ce qu'on appelle le travail en sous-groupe. J'y reviendrai dans la deuxième étape pour vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants et les modalités de ce travail en sous-groupe, mais vous aurez un certain nombre de documents qu'on vous remettra avec notamment des plans sur lesquels vous aurez tout loisir de griffonner toutes vos idées à proposer dans le cadre du programme Paris Santé Campus. Ensuite, on aura un peu moins d'1 heure de travail entre vous et ensuite chaque groupe enverra un représentant qui viendra restituer collectivement en plénière le fruit du travail et des réflexions de son groupe. On y reviendra tout à l'heure. Je précise que notre réunion est enregistrée et filmée, comme vous avez pu le constater. La vidéo sera publiée sur le site du projet. Notre concertation se tient, comme l'a dit Madame la maire, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, avec 3 garantes qu'elle a désignées. Et je passe tout de suite la parole à l'une d'elles qui va vous présenter son rôle dans la concertation. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter rapidement la Commission nationale du débat public et surtout le rôle des missions des garantes. En fait, le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a saisi la CNDP dans le cadre du Code de l'environnement. Pour être plus précis, l'article 1, 121-8. Et la Commission nationale du débat public avait le choix entre un débat public et une concertation préalable. Et elle a décidé la mise en place d'une concertation préalable avec 3 garantes. Brigitte Fargevielle, Anne Beria et moi-même ici présente. La Commission nationale du débat public, rapidement, elle a été créée en 1995 par la loi Barnier et elle est devenue une autorité indépendante en 2002. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, comme vous le voyez, c'est une autorité, c'est-à-dire que c'est elle, avec ses membres, qui prend les décisions. C'est une autorité administrative, bien sûr une institution publique, et indépendante, c'est-à-dire vis-à-vis du maître d'ouvrage, mais également du pouvoir politique. La Commission nationale du débat public, elle défend bien sûr l'accès à l'information et à la participation du public sur toutes les questions qui sont relatives à l'environnement. Et aujourd'hui, on est bien entendu sur le projet de Paris Santé Campus. Qu'est-ce que ça veut dire ? On vous invite pendant la durée de cette concertation à débattre du bien fondé de ce projet, c'est-à-dire de son opportunité. Rien à ce stade n'est ficelé, n'hésitez pas justement à participer et à débattre. À quelles conditions ? Le débat doit porter également sur les caractéristiques du projet, sur ses impacts, sur ses enjeux, mais également sur d'autres alternatives qui pourraient être proposées. Comment ? C'est débattre des conditions qu'il faut mettre en œuvre pour réussir ce projet. Et enfin, c'est le suivi dans le temps, puisque vous savez qu'un projet, c'est toujours un projet long. Il y aura de l'information et de la participation tout au long de ce projet. Actuellement, on en est à la genèse du projet, on débat de l'opportunité et l'information et la participation, comme je vous le disais, elle sera tout le long du projet, de la genèse jusqu'aux travaux. Les 3 garantes, nous avons une mission qui est surtout de ne pas prendre parti sur le fond du projet. Nous sommes vraiment là pour garantir l'information, la mobilisation et la participation du public sur ce projet. Les modalités de participation du projet, c'est par exemple le calendrier qui permet la participation du public. Comme ça vous a été dit précédemment, la concertation, il y a eu une première réunion de lancement le 21 septembre. Il y a déjà eu une visite de terrain,
une rencontre de proximité sur le marché de Port-Royal, en webinaire déjà sur les apports du programme scientifique. Et donc ce soir, bien entendu, cet atelier urbain. Et ensuite, on vous redira les prochains ateliers et rencontres. La qualité, l'intelligibilité, la sincérité des informations, donc c'est là-dessus où nous veillons en tant que garante. Également sur le contenu et les outils d'information et de communication. Vous avez d'ailleurs sur les tables à la fois le calendrier de toutes les réunions, puis un dossier de concertation qui est vraiment un élément essentiel pour vous informer aussi sur le projet. Nous veillons également aux caractéristiques et à la pertinence des outils d'expression du public, à la possibilité pour le public de poser des questions, de faire part de ses observations, de ses points de vigilance. Et enfin, le respect, principes et valeurs d'une démarche de concertation. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Le rôle des garants pendant la concertation, c'est vraiment de garantir cette information, cette mobilisation et participation sur le continuum du projet, donc de l'amont jusqu'à l'aval. Donc ça, je vous l'avais dit. Et enfin, à l'issue donc de cette concertation, nous aurons 1 mois pour rédiger un rapport, donc ce que l'on appelle le bilan des garantes. Et ensuite, le maître d'ouvrage aura, lui, 2 mois pour tirer des enseignements de cette concertation. Donc les 6 principes qui sont portés par la CNDP, qui sont vraiment importants pour nous. Donc, on est vraiment indépendante vis-à-vis du maître d'ouvrage. Il y a une neutralité par rapport au projet. Il y a une transparence sur l'ensemble du processus. Il y a une argumentation. Donc, on attend à la fois des participants et du maître d'ouvrage que chacun argumente sa position. Une égalité de traitement. Tout le monde participe de la même manière à l'ensemble du dispositif. Et enfin, une inclusion. Par exemple, comme je le rappelais tout à l'heure, nous allons à la rencontre des publics qui ne viendraient pas nécessairement, par exemple, en allant sur le marché. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre sur notre réunion. Je passe la parole au maître d'ouvrage, à Vincent Motika, pour le MESRI. Merci beaucoup. Bonsoir, donc je m'appelle Vincent Motika, je travaille au ministère de la Recherche, le fameux MESRI dont on a parlé. Effectivement, je représente le maître d'ouvrage. Derrière cette appellation un peu technique, en fait, c'est le responsable du programme, le responsable du projet dans toutes ses dimensions. Le MESRI est responsable quelque part du respect du programme, du calendrier, du programme, de son coût, mais aussi de toutes ces dimensions. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'insertion dans le tissu urbain, dans la vie locale. Et ça aussi, c'est un des aspects pour lequel le maître d'ouvrage que je représente est quelque part comptable vis-à-vis de la société. Alors, je parlerai peu du projet parce qu'on a heureusement toute une équipe auprès de nous pour le piloter qui pourra vous en parler savamment tout de suite et pour répondre à vos questions. Je voudrais juste dire 2 choses. D'abord, remercier Madame le maire, Monsieur le Premier adjoint, de nous accueillir dans cette salle absolument magnifique. C'est la première fois que j'y suis. C'est en plus une salle près, je crois, de la salle des mariages, donc où il se déroulent des événements heureux. Moi, j'y vois un beau présage pour notre projet. Donc encore merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites et pour les paroles de bienvenue de Madame la maire. Le deuxième point que je voulais indiquer, bien sûr, le ministère de la Recherche. Pour ceux qui étaient à la réunion d'ouverture ou pour ceux qui ont lu les documents, vous voyez qu'il y a un thème très fort autour de la recherche, de l'innovation, du transfert, de la santé. On est très motivés, bien sûr, en tant que maître d'ouvrage sur ces sujets. Mais je voulais vraiment vous dire aussi que l'aspect intégration sur le site, et quand je parle le site, ce n'est pas la parcelle elle-même, c'est bien ce qu'il y a autour aussi, est pour nous absolument fondamental. Et ça n'est pas juste une clause de style, c'est d'abord normal puisque ça fait partie du projet, je l'ai dit, mais sachez aussi que, je pense, une majorité de l'équipe travaille dans ce quartier, ils mangent, s'y promènent, beaucoup y habitent,
Et donc, à travers beaucoup d'entre nous, nous sommes très sensibles à tout ce que ce quartier représente pour ceux qui y vivent et nous serons très attentifs à ce que les choses se passent le mieux possible par rapport au projet. Voilà. Pour la présentation elle-même, donc c'est Antoine Ténière qui a été présenté. Alors, Antoine Ténière, c'est Monsieur Paris Santé Campus, c'est le directeur général de Paris Santé Campus, c'est celui qui le fait vivre au quotidien et qui donc vous présentera, lancera les grands enjeux tout de suite du projet. Et puis ce sera complété par deux intervenantes, donc Madame Vergely, qui est donc architecte du patrimoine, qui vous parlera plutôt des bâtiments eux-mêmes, dans leur histoire et nos principes architecturaux sur lesquels nous travaillons. Et puis Madame Edith Vallée, qui elle, paysagiste, vous parlera bien sûr des aspects paysagers, c'est important, mais aussi de l'aspect biodiversité et végétalisation. Voilà, je te donne la parole, Antoine, pour lancer la présentation. Merci beaucoup, Vincent. Bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous pour travailler sur ce programme, effectivement, que j'ai le plaisir d'animer, mais avec toute une équipe derrière, bien évidemment. L'enjeu des quelques minutes que je vais passer sur ces sujets, c'est de vous donner les grandes lignes et les grands axes de force de ce qui est envisagé aujourd'hui pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer une évolution, notamment une évolution architecturale ou urbaine, de ce bâtiment si emblématique dont on est ravi effectivement de redonner un sens pour la santé après sa fermeture en juin 2016. Et donc c'est avec les grandes lignes du programme scientifique et de ce qu'on va y faire qu'on pourra ensuite, avec les groupes que vous formez, travailler sur la façon dont cet élément peut évoluer. Paris Santé Campus, au départ, c'est la volonté de mettre ensemble des expertises qui ne se regroupent pas forcément naturellement ou qui ont des difficultés pour se regrouper, notamment des expertises autour du numérique et de la santé. Un des enjeux, c'est de pouvoir faire en sorte que la France soit à la hauteur de ses ambitions sur les sujets santé. Et comme elle a été une grande nation à l'origine, à la fois de grandes découvertes comme les vaccins, comme des découvertes en biologie, dont certaines ont été faites à proximité, puisque c'est un écosystème ici qui est extrêmement dense sur le plan scientifique, de dire qu'aujourd'hui, la France se met à niveau également sur les enjeux actuels du système de santé qui sont majoritairement numériques, comme cela touche d'autres secteurs d'activité. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à rassembler des soignants, à rassembler des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, des étudiants, un réseau de partenaires européens, qui soient publics ou privés, la société civile ou les associations d'usagers et des acteurs privés, que ce soit des grands groupes industriels ou des jeunes entrepreneurs sous forme de start-up, à l'intérieur d'un site emblématique. Et au-delà de les rassembler, de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent créer ensemble la santé de demain et ces enjeux numériques. Et donc au cœur de Paris Santé Campus, c'est vraiment cette expertise qu'on va chercher à valoriser et qu'on va mettre en interaction avec cet écosystème extrêmement dense au cœur de Paris, l'Université de Paris, les hôpitaux de la PHP, l'Université Sorbonne Université, les structures du CNRS et bien d'autres, avec un certain nombre de campus qui commencent à émerger également aujourd'hui. Il y a un programme de campus sur la cybersécurité, un programme de campus sur le cancer dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc la vocation de Paris Santé Campus, c'est vraiment d'arriver à fédérer toutes ces expertises, à les faire travailler ensemble et à créer une dynamique qui soit visible pour créer vraiment un ensemble extrêmement fort sur le plan du numérique en santé. L'objectif d'intégrer justement ce bâtiment emblématique de l'ancien hôpital d'instruction des armées, c'est de pouvoir héberger l'ensemble de ces groupes, à la fois des laboratoires de recherche, mais également une partie incubation ou hôtel d'entreprise qui vont se localiser justement dans ce bâtiment qu'on ne voit pas bien de l'extérieur et que peu connaissent parce qu'il est aujourd'hui dans un site militaire qui est fermé, même s'il est extrêmement emblématique et reconnu dans son histoire. Et donc, pour ça, et ça va être détaillé tout à l'heure par Charlotte Vergely, la parcelle qui abrite l'hôpital et qui est composée des jardins et puis de la parcelle historique de la chapelle ici, va changer d'affectation pour la partie autour du bâtiment. Et c'est autour de ce programme-là, justement, qu'on va travailler aujourd'hui, avec la nécessité, mais ça sera redit tout à l'heure, de penser l'évolution de cette parcelle, qui est une partie de l'ensemble,
dans l'ensemble pour conserver son insertion et pour conserver son harmonie actuelle. Alors, Vincent Motika a dit un petit mot aujourd'hui de la maîtrise d'ouvrage. Donc, effectivement, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est maître d'ouvrage du programme. Et à ce titre, finalement, Paris Santé Campus, qui porte la mise en place de ce programme, est accompagné sur les sujets d'évolution urbaine par une structure qui s'appelle l'EPORIF, qui est l'établissement public d'aménagement urbain de la région Île-de-France, et qui va permettre justement d'accompagner sur tous les sujets techniques la mise en place des évolutions de ce programme. Et Paris Santé Campus, en parallèle, sa structure juridique, c'est ce qu'on appelle un groupement d'intérêt scientifique qui rassemble 5 grands opérateurs nationaux, des opérateurs pour la recherche, l'INSERM pour la recherche médicale, l'INRIA pour la recherche sur le numérique, l'université PSL qui a un certain nombre d'établissements très proches de cette mairie et qui est également très impliquée dans la recherche, et puis 2 agences du ministère de la Santé, le Health Data Hub qui est une agence qui se charge de collecter les données de santé sur le plan national, et l'agence du numérique en santé qui est une agence qui a vocation à expliquer et à favoriser la transformation numérique du système de santé. La mise en œuvre de ce grand programme se fait sur un temps qui est long, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a besoin d'un certain nombre de formalités administratives pour arriver à faire évoluer ce bâtiment. La deuxième, c'est qu'il y a besoin de réflexion pour arriver à bien déterminer les contours du programme et la façon de faire évoluer le bâtiment pour qu'il soit adapté à ce programme. Et la troisième, c'est qu'il y a des temps de travaux dans un ensemble architectural qui est vaste et qui est complexe. Et donc, vous avez derrière moi le calendrier qui part aujourd'hui de l'automne 2021. Nous sommes en phase de concertation préalable et qui va nous permettre de 2022 sur le dialogue post-concertation à 2028 pour les travaux, de réceptionner le site et de démarrer ensuite les activités pour un coût global qui est estimé en démarrage du programme à 360 millions d'euros, avec un financement qui se fera sur ce qu'on appelle un contrat de concession, c'est-à-dire que l'État rédige un appel d'offres et un consortium, le plus probablement d'acteurs privés, va venir répondre à cet appel d'offres pour financer les travaux et opérer la gestion du bâtiment pendant une durée qui sera déterminée dans l'appel d'offres. Dans ce qui est envisagé dans le programme, 49% des surfaces sont dédiées à la partie publique, et donc les structures dont on a parlé, l'INSERM, l'INRIA, l'université PSL, le Health Data Hub et l'agence du numérique en santé, qui vont installer des laboratoires, qui vont installer des structures de formation, mais qui vont installer également des structures de pilotage, notamment de la recherche sur le plan national. Et l'autre partie, 51% des surfaces, qui seront dédiées à des surfaces entrepreneuriales pour faire un des plus grands incubateurs au monde, probablement, sur le numérique en santé, et qui accueillera à la fois des startups, des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, et puis des grands groupes à la fois dans la santé et dans le numérique qui ont vocation à accompagner le développement de ces initiatives et à financer le démarrage de certaines startups. Au sein de cet ensemble, donc je vous l'ai dit, vous retrouverez des laboratoires, des espaces dédiés à la vie du campus, des espaces de formation pour les étudiants, avec la vocation de créer des filières de talents dans la gestion des données en santé et dans l'intelligence artificielle en santé, des éléments autour de la partie incubation hôtel d'entreprise, et notamment l'appui au développement de projets entrepreneuriaux, avec toutes les expertises nécessaires pour comprendre comment les entreprises peuvent se développer et faire des champions français du numérique en santé, une partie hôtel d'entreprise, et puis tout un espace qui va être événement, vie du campus et communication. L'enjeu étant, encore une fois, de créer le maximum de synergie entre tous les acteurs qui sont sur le site et puis toutes les personnes qui viendront sur le site, qui a vocation à accueillir de nombreux experts, étudiants, chercheurs, dans le cadre d'un programme d'animation extrêmement dense. Et puis évidemment, cette partie d'animation s'ouvrira sur la ville et sur la société avec un axe fort qui est l'information et la médiation citoyenne autour des enjeux des données et des usages du numérique dans la santé, avec toutes les questions que vous voyez fleurir aujourd'hui et qu'on aborde justement à travers la concertation sous différents formats dans les webinaires, notamment les webinaires scientifiques. Évidemment, et ça a été dit, et c'est une attention constante, l'insertion du programme dans son environnement et dans son territoire est pour nous un enjeu fort.
Et donc arriver à comprendre comment est-ce que les grandes ambitions peuvent également servir à un certain nombre de points autour de la mixité des usages, peuvent garantir le confort et le bien-être des riverains et améliorer dans une certaine mesure les services qui existent aujourd'hui et contribuer à ouvrir ce site sur la ville sont vraiment des lignes importantes pour nous et dans la réflexion qu'on porte. Et je pense que ce sont également des éléments que vous intégrerez dans votre travail ce soir. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que la réhabilitation de cet ancien hôpital puisse répondre aux besoins du programme tel qu'on l'a esquissé aujourd'hui. Vous avez compris qu'on a des grandes lignes de ce programme, mais ça a été dit, tout n'est pas figé. Et l'objectif de la concertation, c'est vraiment de recueillir votre compréhension, recueillir votre avis, recueillir vos propositions pour voir quels sont les éléments qui peuvent évoluer dans ce qui est anticipé aujourd'hui de la programmation. Et je vais passer la parole à Charlotte Vergelli maintenant. Vous m'entendez? Voilà, bonsoir à tous. Donc, je suis Charlotte Vergelli. Je vais récupérer la petite pointeur. Merci beaucoup. Donc, je suis architecte du patrimoine au sein de l'équipe de programmation. Donc, on travaille sur la faisabilité en amont du projet et pas en maîtrise d'œuvre. Et la dimension patrimoniale est très forte sur ce site, évidemment, qui s'inscrit dans un espace qui est classé au titre des monuments historiques, donc l'abbaye, et qui donc mérite une vigilance toute particulière et qui sera fait évidemment en lien étroit. On travaille en lien étroit avec les services instructeurs des monuments historiques, donc l'UDAP, l'architecte des bâtiments de France, et puis la conservation régionale des monuments historiques. On est en co-visibilité, on est dans un site qui était unitaire autrefois. Et pour travailler, on a d'abord fait tout un travail de diagnostic. C'est important pour agir correctement pour la suite, d'avoir un socle de connaissances satisfaisant et précis d'ailleurs, et qui parle aussi de l'évolution du site qui a subi beaucoup de transformations en différentes étapes. On en a retracé 3 grandes étapes. Mais voilà, pour pouvoir bien agir pour la suite, il faut le faire en connaissance de cause. Et donc, le périmètre de réflexion, lui, c'est bien la partie qui est en bas, mais le périmètre d'opération, je veux dire, mais le périmètre de réflexion prend l'intégralité de ce qui était le site initial qu'on voit apparaître ici, donc la première étape, au XVIIe siècle, autour des bâtiments conventuels. Donc, on voit le plan initial avec un espace qui est clos, entièrement clos, les bâtiments conventuels, et déjà un étagement avec 2 parties, un jardin bas et un jardin haut, un jardin avec des parterres très bien dessinés, et un jardin bas plutôt de vivriers avec des potagers et des vergers. Donc cette première étape fait suite ensuite la deuxième étape. Alors on a eu beaucoup de transformations successives, mais à la Révolution, l'abbaye devient bien national et transformée donc en hôpital militaire. Et là, on a une des étapes au 19e où on voit les modifications, donc des apports de bâtiments dans le jardin haut. Et puis, en fait, une modification. Alors, on a toujours 2 niveaux, un jardin bas, un jardin haut, mais une modification en fait de la limite avec un mail, c'est-à-dire des rangées d'arbres qui servent, donc c'est une allée d'arbres, l'allée des malades, qui vient gagner sur, donc transformer cette limite-là entre les deux. Donc une des grandes étapes, et on voit aussi apparaître autour le tissu faubourien qui est venu s'installer. Donc c'est cet espace insulaire qu'il a toujours été, et cette fois entouré de logements et du tissu urbain. Et puis on a le boulevard urbain qui se crée au sud. Alors, au gré des évolutions, on a justement des constructions ou des démolitions qui se sont faites. Ici, on voit apparaître l'étape où, en fait, la construction du monobloc s'est faite en contrebas. Et ce bâtiment, quoique imposant, s'est fait vraiment dans les années 1970, dans l'idée de préserver la co-visibilité, enfin d'avoir une attention toute particulière dans sa co-visibilité avec l'abbaye, puisque en fait la hauteur a été fixée de sorte à dégager des vues et de ne pas entraver les vues vers le grand dôme. Et puis après, bon, on l'a analysé de façon fine, mais on a un axe de symétrie qui s'est composé autour du cloître, et puis voilà, donc un bâtiment assez unitaire, monobloc, même si après il y a eu des ajouts successifs dans le temps. On voit ici que la limite entre les deux a été aussi modifiée. En fait, on est venu gagner sur l'espace du mail. Donc vous voyez, il y a une limite entre jardin haut et jardin bas qui a évolué dans le temps.
Alors, la situation actuelle est celle-ci. On a un bâtiment qui fait à peu près 50 000 m², donc c'est un gros bâtiment de grande capacité, mais en fait, le système d'enclavement de l'inscription dans le site fait qu'on a 4 niveaux en sous-sol, donc n'émerge qu'une partie de ce grand bâtiment. Et puis, on a des petits bâtiments modulaires qui sont autour du monobloc, et une partie, donc c'est 53 000 m² si on intègre les parties de parking. Alors, on va faire un petit tour du site parce que ça, c'est inédit, une visite virtuelle parce que en fait, le site, il est fermé aujourd'hui. Alors, il ne le sera plus demain, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, notamment l'esplanade. Là, si on regarde la première diapositive, on est dans l'axe d'entrée initiale du bâtiment. Aujourd'hui, elle a été déportée, mais initialement, on rentrait bien dans l'axe du bâtiment et on avait vu sur l'atrium. Et on voit aussi le système des cours anglaises parce que le fait d'avoir un bâtiment qui est encastré dans le terrain, eh bien, on a des cours anglaises pour pouvoir éclairer les niveaux inférieurs. Et puis, le système de talus qui, on le voit, en fait, a aussi a évolué dans le temps de sorte qu'on a un écrin végétal qui est important en fait tout autour du bâtiment, qui même s'il n'est pas dessiné comme les parterres historiques, en fait a l'intérêt de proposer un îlot de fraîcheur, un espace bien végétalisé qu'il s'agira de conforter évidemment dans le projet futur. On voit aussi donc l'écriture du bâtiment actuel. En fait, il est représentatif des années 70 dans son mode constructif. Il est en préfabriqué, donc on a des éléments modulaires préfabriqués en béton qui rythment la façade. Et à l'origine, l'idée c'était de ne pas concurrencer l'abbaye et de proposer une écriture assez sobre et neutre. Donc ça présente aussi des qualités, le bâtiment, parce qu'il a un système de distribution centrale et des plateaux libres sans poteaux intermédiaires, donc une grande flexibilité, en fait, adaptabilité pour sa transformation. Et en revanche, la partie des toits, il y a beaucoup d'édicules techniques qui se retrouvent en toiture sur des espaces qui mériteraient d'être refaits et requalifiés. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a défini, c'est des intentions, des enjeux pour pouvoir programmer en fait le futur projet, pour le cadrer. Donc, dans ces grands enjeux, eh bien, on est revenu sur les principes qui ont présidé initialement à la construction de ce monobloc. Donc, déjà, par exemple, la symétrie, les axes aussi latéraux qui sont importants. On a aussi, on le verra en coupe, mais on a veillé à dire ne pas surélever, ça c'est très important, ne pas surélever le bâtiment existant. Il a été conçu comme ça et il faut évidemment préserver le site et la lecture du Grand Dôme. Donc ça c'est très important. Et puis veiller à ne pas construire entre le monobloc et l'abbaye, donc ne pas dans cette co-visibilité qui est très importante. Voilà, ça c'est les grands principes qui ont guidé en fait les premières intentions de projet au stade de la faisabilité où on est. Alors sur la dimension paysagère, je laisse la parole. Voilà, bonjour, je vais intervenir juste pour vous préciser des éléments sur la palette végétale qui organise les différents espaces. Donc en talus, on en a parlé, puisqu'effectivement le bâtiment étant encastré, ça ménage des espaces un peu accidentés, mais néanmoins occupés par une végétation intéressante, à caractère horticole, avec des essences telles que les bouleaux, des pins, des prunus, donc assez caractéristiques de l'époque de conception de ces jardins. On est dans les années 70-80, donc c'est assez conforme à ce qui se faisait à l'époque. Donc cette végétation aujourd'hui, elle est gérée de façon un peu contrainte parce qu'effectivement ça répond à des objectifs de sécuritaire et des objectifs de maîtrise de la visibilité de la signalétique. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que dans la projection d'un projet, il s'agira effectivement de ménager ces espaces-là, de les conserver et de les enrichir au travers d'une palette végétale complémentaire qui viendra à la fois répondre à des objectifs esthétiques, d'usage et également des objectifs écologiques dans la mesure où effectivement un cortège riche est propice à l'accueil des habitats diversifiés, que ce soit les différentes composantes de la faune. Donc voilà, en termes de lecture de la végétation existante. Et puis, voilà, ce qu'on peut se dire d'un point de vue de la projection, en tous les cas de l'ambition des espaces paysagers, tels qu'on peut les envisager dans le cadre de ce nouveau programme. On sait que dans la partie haute, on est dans un registre plutôt classique, dédié effectivement à des jardins réguliers,
dont il sera effectivement potentiellement question de restauration, mais ce n'est pas notre sujet. En revanche, du côté de Paris Santé Campus, l'idée, effectivement, c'est d'accueillir un espace multiserviciel par rapport à son programme au sein d'un écrin boisé dont on affirmera les caractéristiques, c'est-à-dire des cortèges végétaux riches en biodiversité et aux fonctions nourricières pour tous les habitats. Et bien évidemment, le fil conducteur de ces espaces, ce sera le confort d'usage, la recherche d'ombrage et de fraîcheur. On sait bien qu'effectivement, toutes ces strates végétales sont propices à cela. Et puis le confort visuel, la recherche d'effets esthétiques dans les espaces plantés. Merci. Alors, sur les principes de travail sur le bâtiment lui-même, en fait, on a identifié que des constructions sont venues s'ajouter, plutôt pas sur le plan guide initial, mais qui sont venues se rajouter en fonction des besoins, qui sont ces petits bâtiments modulaires qu'on voit apparaître ici et qui forment pas le monobloc. Donc ça, on a proposé la dépose de ces éléments-là pour mettre en valeur en fait le bâtiment initial compact. Voilà. Et après, la proposition, c'est de réhabiliter, évidemment, l'existant et de se saisir de ses capacités de reconversion, ce bâtiment, avec ses plateaux libres et son système de distribution. Donc, l'idée, c'est déjà de travailler, comme je disais, sur le fait de dégager. Vous savez, dans le temps, sur les sites historiques, souvent, il y a une accumulation d'éléments qui viennent se mettre en fonction, au gré des besoins et des vocations successives des sites. Déjà, une première action, c'est de pouvoir déposer ces éléments qui sont soit techniques, comme on a vu sur les toits, soit ces éléments ajoutés et qui sont en préfabriqué et de moindre qualité. On va les illustrer ici. Vous les voyez, c'est ces petits bâtiments qui sont venus se rajouter, soit en dur, soit en préfabriqué, et on les voit ici légendés. Donc une première proposition, une première intention, c'est de dire on va travailler sur cette base saine qui était le bâtiment initial ôté de ces constructions qui sont venues se rajouter. Alors ensuite, la proposition, c'est de travailler sur la proposition à ce stade. Les intentions, c'est de travailler sur le monobloc lui-même, sur sa structure, et notamment de pouvoir viabiliser les étages hauts sans les rehausser, puisqu'en fait, c'est la hauteur actuelle, de pouvoir aussi par exemple, travailler sur le monobloc en épaississant une des ailes, et les actions qu'on ferait seraient à l'intérieur en fait des ailes du X, et comme ça il n'y a absolument aucune covisibilité avec le site historique, et donc voilà, on se maintient à l'intérieur de ces ailes, ce qui fait qu'on a deux ailes qui pourraient être par exemple de même dimension, et garder cette compacité et rester dans le même langage. Ça, c'est important. Parce que même si le bâtiment n'est pas protégé au titre des monuments historiques, il a quand même un intérêt, il est un témoin d'une époque, donc il est important de le préserver et de le mettre en valeur. Si je vous montre, parce que ça c'est important, vous avez vu qu'il y avait une proposition, on va dire, d'extension en fait, à l'intérieur justement de ces ailes. L'idée qui est très importante, c'est ne pas dépasser la hauteur du boulevard du Port-Royal. Donc en fait, on reste dans la logique initiale qui était de dire il y a un bâtiment qui émerge et on va le remettre en valeur. Et en tout cas, s'il y a des constructions nouvelles, s'il y a une modification, ça se fera dans ces espaces en infra, sous le niveau du sol, ce qui vient qu'on aura la lecture du bâtiment tel qu'on l'a aujourd'hui et on n'aura pas de constructions qui viendront en plus. Donc ça, c'est important parce que c'était aussi la question initiale de rien construire ici et de rester sur ces niveaux de terrain-là existants. Alors ensuite, on a un programme, donc vous voyez ici un peu résumé, donc entre les éléments déposés et puis la requalification de l'ensemble et son extension. On a l'idée aussi de proposer un écrin vert qui pourrait être ouvert. En fait, tout cet espace va être ouvert à la ville, c'est ça qui est intéressant, et de retrouver, ce qu'on proposait aussi, c'était de retrouver l'entrée du bâtiment là où elle était autrefois, parce qu'elle avait été déplacée dans le temps, et cette esplanade qui est majestueuse, et dans l'axe après de l'atrium, c'est intéressant de pouvoir proposer l'entrée, et ça remet en valeur l'axe est-ouest qui était au départ de la conception. Alors ensuite, on a un programme complémentaire qui est celui de logement pour les chercheurs et les étudiants. Et là, on a proposé deux options. Il y a une première option qui vise à construire le long du boulevard de Port-Royal, un bâtiment de logement pour les chercheurs et étudiants. Et une autre option qui serait de l'intégrer en fait au sein du monobloc, dans la structure existante.
Voilà. Et ensuite, on a fait un travail aussi sur les accès. Donc l'idée, c'est comme je disais, de retrouver l'accès par l'entrée initiale principale, donc ce qui est le mode doux, on va dire, entre piétons et vélos. Et on aura juste ici un accès pour ce qui est plus technique, logistique et véhicules légers pour les livraisons. Voilà, vous voyez ici, sachant que tout le site là sera ouvert et en parc arboré. Voilà, j'ai fini la présentation du projet. Merci. Merci beaucoup de tous ces éléments. Alors, on va passer maintenant au cœur de notre réunion, à savoir le travail en sous-groupe. Néanmoins, je vous propose peut-être, si certains ont des questions, plus de précision, quelque chose qui n'aurait pas été clair dans la présentation, éventuellement de prendre la parole pour demander des précisions. Par contre, on va vraiment rester sur quelques questions de précision parce qu'ensuite, vous allez travailler ensemble et les membres de la maîtrise d'ouvrage des porteurs de projets vont passer vous voir de table en table. Donc, à ce moment-là, vous pourrez échanger autant que de besoin. Mais j'essaye de garder le plus de temps possible pour le travail en groupe qui doit commencer. Avant qu'on passe à cette étape-là, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui n'ont pas été claires? Monsieur a une question. On va vous apporter un micro, monsieur. Voilà, j'ai pas trop compris la partie qui va être affectée donc au projet et la partie qui va être conservée par les militaires. On ne voit pas sur les plans exactement vraiment ce qui est concerné et également la partie qui va être réservée à la promenade, ce qui doit être ouvert au public. Alors, également, l'autre question, ça concerne les bâtiments pour les étudiants le long du boulevard de Port-Royal. Là, vous avez indiqué qu'il n'y aurait pas de construction supplémentaire visible. Mais là, s'il y a des bâtiments le long de Port-Royal, évidemment, c'est très visible. Je suis en train d'essayer de revenir sur un des plans de la parcelle. Voilà, merci beaucoup. Oui. On prend d'autres questions éventuellement avant de répondre ou... Oui, madame, une question. Comme ça, on va grouper. Vous avez parlé de la visibilité depuis le site historique, mais je voudrais signaler qu'il y a de nombreux habitants qui ont une visibilité sur ce projet côté cour. Et je voulais savoir si vous aviez pris en compte le voisinage qui a vue sur le bâtiment côté cour, c'est-à-dire l'arrière de la rue Berthollet, l'arrière de la rue Claude Bernard. Et quand je constate qu'effectivement, ce sera entrée technique, logistique, livraison, je me dis que ça peut aussi occasionner un certain nombre de nuisances. Et j'aimerais savoir si vous avez pris en compte ce voisinage côté cour, puisqu'aucune photo ne le présente. Merci, madame. Encore une question peut-être de précision? Monsieur? C'est une question sûrement déplacée et pas du niveau du ministère de la Recherche, de l'Enseignement et de l'Innovation, mais pourquoi ne parle-t-on pas du cloître des anciens bâtiments? La frontière reste la grosse frontière. Merci. On va peut-être déjà répondre à ces questions. Merci beaucoup de ces questions. Je vais me permettre de répondre à la première, mais qui répondra du coup aussi à la dernière. Vous allez voir pourquoi. Donc aujourd'hui, cette parcelle, l'ensemble de la parcelle appartient à l'État et elle est affectée au ministère des Armées qui l'utilise pour l'école du service de santé des armées dans la partie historique, pour des entraînements et de la formation dans les jardins, et puis qu'il utilisait pour l'hôpital d'instruction des armées avant qu'il ferme, et aujourd'hui pour l'opération Sentinelle. Le changement d'affectation, il va concerner, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette parcelle-là, donc la parcelle de l'hôpital, et les jardins et la partie historique vont rester affectés au ministère des Armées. Donc le changement d'affectation concerne cette parcelle-là, et l'affectation se fera pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, pour pouvoir répondre au projet. Et donc la raison pour laquelle on n'évoque pas forcément cet ensemble, même si on va travailler dans le projet avec les militaires qui sont du service de santé des armées, c'est simplement qu'elle ne concerne pas directement la mise en place de Paris Santé Campus, puisque c'est l'armée qui restera affectataire de ces éléments et que c'est l'armée qui restera décisionnaire des éventuelles modifications qu'elle souhaiterait y apporter. Et donc la parcelle sur laquelle on se concentre aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là et l'évolution justement de l'hôpital.
Et donc, un des enjeux dans la réflexion, ça a été dit, sur l'évolution de l'hôpital, c'est bien d'en conserver l'essence et l'esprit. Et à ce titre, on a évidemment pris en compte à la fois la partie de relation et d'interaction avec la partie historique, mais également, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, avec son environnement, notamment sur la partie cour, que vous appelez comme ça, qui est la partie arrière, si je puis dire. On estime que le fonctionnement du site ne sera pas plus nuisible, entre guillemets, même si le terme n'est pas tout à fait approprié, que le fonctionnement de l'hôpital tel qu'il opérait auparavant. Notamment, il n'y aura pas de mouvement de malades, pas de mouvement d'ambulance ou de choses comme ça. Et essentiellement des accès pour des livraisons, mais qui ne devraient pas dépasser le niveau d'activité qui était anticipé sur l'hôpital. Merci. Je vous propose qu'on passe au travail en sous-groupe. Merci. Donc vous êtes constitués sur des tables. On va vous distribuer plein d'outils qui vont vous aider à travailler dans le temps qui nous est imparti. On peut se donner, il est déjà 20h06, je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils auraient très très faim, donc on ne va pas trop déborder sur la soirée. Je vous propose qu'on se donne une petite demi-heure pour échanger entre vous. On va vous remettre des cartes sur lesquelles vous avez tout loisir de griffonner. Surtout, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à griffonner sur les cartes qu'on va vous distribuer. Et en complément, vous avez on a appelé ça des petits fascicules qui en fait reprennent un certain nombre des diapos que vous avez vus, notamment les plus importantes en termes de cadre de la réflexion pour ce soir. Vous avez aussi ce qu'on a appelé une grille de travail. L'idée, c'est de lancer des sujets d'échange avec vous. Cette grille n'est ni exhaustive ni limitative, donc sentez-vous tout à fait libre d'aller au-delà de ces thèmes s'ils ne vous inspirent pas. C'était simplement pour vous donner des idées et pour lancer les échanges entre vous. L'idée, c'est qu'au sein de chaque groupe, vous désignez un rapporteur qui, à l'issue de notre travail en sous-groupe, donc pendant une demi-heure, prendra la parole pour restituer le fruit de vos réflexions sur les différents sujets et tous les sujets que vous aurez souhaité aborder. Durant vos échanges, les représentants des porteurs de projets vont passer entre les tables. N'hésitez pas à les interpeller si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec eux sur un certain nombre de points. C'est aussi l'intérêt de ce type de réunion, c'est de pouvoir échanger très directement avec les représentants des porteurs de projets. Dans les éléments que vous rapporterez à l'issue, n'hésitez pas à argumenter quand vous avez une idée, quand vous avez envie de quelque chose, en expliquant ce que vous attendez du projet. Je vais sans plus attendre vous laisser travailler. Je pense que vous avez tous les outils et on se donne donc jusqu'à à peu près 20h35 pour ensuite avoir le temps nécessaire de la restitution entre nous. Je vous souhaite bon travail. Donc on va reprendre nos places et les rapporteurs de chaque groupe vont pouvoir rendre compte de leurs échanges. Est-ce qu'un rapporteur est prêt pour lancer la phase de restitution ? Monsieur. Alors je vous invite à écouter. Monsieur va restituer le premier groupe. Bon, on a regardé très attentivement ce projet. On a quand même globalement l'idée que c'est un projet qui fait du sens et qu'il y a beaucoup d'options qui paraissent pertinentes. On a fondamentalement deux questions qui tournent beaucoup autour des enjeux des accès. La première, c'est de s'assurer que la circulation automobile est bien confinée à l'arrière du bâtiment et qu'on ne va pas avoir des parkings, des circulations voitures sur la partie devant et sur les côtés, et qu'il n'y a pas de parking de surface et que tous les parkings sont bien souterrains. On nous a dit qu'il y avait peu de places de parking, 80, c'est très bien. Et donc ça, c'est la première question, parce que, évidemment, à partir du moment où il y a moins de circulation automobile ou pas de circulation automobile, ça ouvre le champ à des espaces verts sympathiques pour les piétons et les vélos. Et la deuxième question, c'est le problème de la limite entre la zone nouvellement affectée à ce projet et la zone des militaires.
On a compris qu'il y avait un grand risque que ce soit une frontière fermée entre les deux. Et donc, nous, on a une suggestion forte, c'est d'essayer de convaincre les militaires, non pas d'ouvrir tout leur champ, mais de faire en sorte de déplacer la limite et de faire en sorte que la limite consacrée à ce projet ne soit pas du côté du nouveau bâtiment du môle d'arbres, mais de l'autre côté, de manière à ce que cette rangée d'arbres, sans affecter trop lourdement la possession et les terrains des militaires, soit intégrée dans le projet. Est-ce que vous voulez nous montrer à l'écran les limites dont vous parliez avec le terrain militaire pour que ce soit explicite, avec le petit bouton rouge au milieu? Vous avez un pointeur. Mettre la limite que ce projet-là intègre cette rangée d'arbres et que la limite, au lieu d'être ici, soit là. De manière à ce que dans ce projet-là, on puisse bénéficier pour tous ceux qui sont là de cette rangée d'arbres. Voilà. Merci beaucoup, c'est pour que ce soit bien clair pour tout le monde. La promenade des malades, exactement. J'en profite. Est-ce que l'un de vous veut restituer pour le... Oh bah, je peux le faire. On a travaillé à deux. On considère que le bâtiment a un intérêt architectural et qu'il faut donc respecter cette intention. Donc le débarrasser des scories, c'est tout à fait louable, mais qu'il faut prévoir son insertion paysagère de tous les côtés, finalement, à la fois côté du monument historique, mais côté de l'ensemble de ses voisins qui seront les ambassadeurs du site. On propose que la toiture soit végétalisée avec un jardin des simples qui pourrait rappeler la destination du Paris Santé Campus autour des plantes médicinales, avec un partenariat possible avec le Jardin des Plantes. Concernant les accès, on souhaite que les accès livraison et véhicules soient particulièrement soignés au plan de la limitation des nuisances tant sonores que visuelles. On considère que le titre Paris Santé Numérique n'exprime pas Paris Santé Campus, on a considéré qu'il n'exprimait pas la dimension numérique et que c'était dommage et qu'il fallait peut-être prévoir aux accès une référence au numérique sous une forme ou sous une autre. On a pensé à un mur numérique qui puisse exprimer la vocation du site. Et dernier point, ça doit être un lieu ouvert où les chercheurs se penchent aussi sur le patient et sa manière d'appréhender justement la santé numérique. Et il faut prévoir de pouvoir être dans une logique d'inclusion de ceux qui sont le plus éloignés du numérique et qui seront néanmoins les patients demain. Voilà, et en intégrant les écoles du numérique et pas uniquement l'université. Voilà, merci. Bon courage. Merci madame. C'est vous qui vous y collez? Bonsoir. Donc avec notre groupe, nous avons d'abord planché sur la question du logement étudiant. Donc l'avis général qui est ressorti est plutôt une inclinaison très forte, je répète très forte, pour inclure les logements étudiants dans la vertèbre et non pas de créer un nouveau bâtiment. Et ça va rejoindre une préoccupation sur la question des entrées. L'entrée 2, qui est donc l'entrée existante, actuelle. Et donc en fait, comme donc la très très forte inclinaison à ne pas produire ce bâtiment supplémentaire et donc inclure le logement étudiant à l'intérieur de la vertèbre, la question qui se posait, c'est pourquoi ouvrir cette nouvelle entrée si jamais cette entrée peut être conservée et les flux gérés de cette manière-là.
Autre donc, question qui se poursuit, qui est sur la question des végétaux. Donc la rangée d'arbres, en effet, si une nouvelle entrée doit être ouverte, donc déjà avec un mur actuellement qui fait donc une contre-échelle, une grille qui voilà, fait partie d'une forme de patrimoine et de visuel, et avec donc des arbres qui devraient être amenés à être retirés, donc ce qui pose question à l'heure où on essaye d'en enlever le moins possible. Ce qui nous amène ensuite à la question du jardin. Donc effectivement, on a bien compris que cette partie-là restait un jardin qui appartenait aux militaires, enfin au ministère des Armées. Or, apparemment, il aurait été dit que dans le nouveau PLU, dans la révision du PLU de la ville de Paris, cette partie-là devait passer ville de Paris à un moment donné. Donc on s'interrogeait sur la question du périmètre et du contexte de projet, si jamais vraiment c'est dans le PLU, cette partie est revisitée. Fin 2024, voilà. Ça aurait été dit dans les conseils de quartier, enfin, voilà, sur les questions de concertation sur le PLU, il serait apparu que ce jardin, donc pas évidemment pas l'édifice classé historique du ministère des Armées, mais la partie jardin reviendrait à la ville de Paris. Donc là, il y a des questions peut-être de liaison et de périmètre qui se poseraient à ce moment-là, parce que évidemment, si c'est le cas, la liaison est peut-être redéfinie. Ensuite, peut-être la poursuite sur la question du contexte urbain, sur la question donc des entrées. Comme il s'agit d'un nouvel équipement qui va être donc ramener une grande dynamique avec beaucoup de gens qui viennent travailler, étudier, s'intéresser au quotidien dans ce campus santé numérique. La question des ouvertures sur d'autres parties du quartier. Parce qu'en fait, l'îlot aujourd'hui, l'îlot est assez grand et assez difficile peut-être à contourner en tant que piéton. Bonjour, excusez-moi. Au numéro du 277 rue Saint-Jacques, donc qui est vraiment sur la partie historique, et vous avez tout un chemin communal qui donne sur une porte d'accès. En fin de compte, vous avez une porte verte qui donne jusqu'au Val-de-Grâce. Non, c'est vraiment au bout sur la gauche. Ah, non, c'est pas la rue Claude Bernard. L'entrée se fait par le 277 rue Saint-Jacques. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la place Alphonse Lavran, quand vous êtes face à la chapelle, vous avez deux pavillons, et dont il y a un pavillon où il y a la Schola Cantorum, et puis à côté il y a l'American College. Là, vous avez dans une venelle piétonne qui donne jusqu'au fond, où il y a une mutuelle catholique, il y a les bureaux de la mutuelle catholique qui sont là. Et au bout de cette venelle, vous avez une porte verte qui donne accès, non, venez plus par là, à la limite de la frontière grise et blanche. Là, voilà, vous y étiez là. Je vais pas monter. Redescendez un petit peu. Stop. Voilà. Là, vous voyez la limite entre les arbres. La limite entre les arbres, la zone grise et la zone blanche. Voilà. Et ben ça, c'est une porte. C'est une grande porte en bois verte. Donc, ça veut dire que ça pourrait faire aussi une entrée pour les étudiants par la rue Saint-Jacques. Surtout que maintenant qu'elle est en sens, en plus, qui pourrait peut-être plus sécuriser aussi les piétons parce qu'elle est fermée, elle est en sens unique pour les voitures. Donc ça, je sais que c'est un chemin communal et que ça pourrait aussi servir d'accès, parce que je trouve dommage de recasser le mur qui est aussi classé, recasser un mur, sachant qu'il y a le marché de Port-Royal le samedi. Bon, moi, je vais prêcher ma paroisse, parce que je suis le président de l'association des commerçants et des riverains de ce secteur. Donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'animations le week-end, des vide-greniers, des brocantes, tout ça, dont les associations ont besoin aussi pour leur vie économique. Mais c'est vrai que l'accès là-haut, pour être exploitable, je pense que vous pourrez vous rapprocher de la DPMA, c'est la Direction des patrimoines du colonel Matucci, et je pense que lui pourrait vous voir avec lui, parce que ça peut être une possibilité, parce que c'est un passage qui donne au niveau de l'ancienne morgue. En fait, la morgue de l'hôpital Val-de-Grâce était sur la vertèbre nord, tout en haut. Et donc, ce qui pourrait donner un accès aux piétons. Et aussi, rue Claude Bernard, vous pourrez avoir un autre accès sur un immeuble
Voilà, et je sais que ça pourrait faire aussi un accès, parce qu'au fond de la cour, on voit directement le mur de l'enceinte. Je reviens sur la question, le projet de végétaliser la toiture du monobloc. Je trouve ça plutôt satisfaisant parce que moi, ma hantise, ce sont les antennes relais sur les toits. Donc, pas d'antenne relais, on est dans proximité d'un site historique. Bon, comme vous êtes dans le numérique, vous avez besoin de certainement plein de choses sur le plan numérique d'antennes. S'il vous plaît, n'installez pas des antennes relais sur le toit du monobloc. C'est très laid. Il y a déjà des antennes relais sur le bâtiment orange en bas du boulevard Port-Royal. Donc, terminé. Donc, pour conclure, après les logements étudiants, les accès, la question de l'espace public et du jardin, de la connexion au jardin, peut-être juste sur la question de la relation au quartier et à ses activités économiques. Comme on sait que ça va drainer un flux de population important au quotidien, qui va devoir se nourrir, qui consomme des biens, etc. La question de la restauration et de peut-être privilégier le local et essayer de voir avec les commerçants déjà implantés sur le site comment il est possible peut-être de créer des partenariats ou de faire en sorte que l'économie locale du quartier, qui avait subi des pertes lors du départ de l'hôpital, soit de nouveau peut-être mise à l'honneur au travers de ce projet qui va drainer donc beaucoup de monde et faire parler de lui à l'international, on l'espère. Voilà. Je reprends la parole, c'est surtout éviter tout ce qui est Sodexo, alors qu'il y a quand même pas mal de restaurants. Et même pourquoi pas lancer un appel d'offres pour des concessions qui pourraient être renouvelées, voilà. Que nous implanter de la Sodexo ou de la Cervère ou des grands groupes. C'est surtout favoriser l'économie locale parce qu'il faut savoir que les restaurateurs, ils ont perdu l'ensemble économique depuis le départ des militaires. Il y a eu quand même 34% de chiffre d'affaires en moins. Donc, si vous voulez, on est d'accord. Là, on attendait que ça sur le projet du Val-de-Grâce, qui est un projet. Mais c'est vrai que si vous remettez dedans 2 ou 3 restaurants collectifs qui sont gérés par la Sodexo, je crois qu'à mon avis, il y aura un petit piquet de grève. Ils vont pas tellement être contents. Donc, on peut peut-être lancer un appel à projet, voilà. Mais surtout privilégier l'économie locale. Merci, c'est bien noté. Je réagis, vous parliez d'associations. Vous avez la possibilité sur le site internet de contribuer par des formulaires, mais aussi de déposer ce qu'on appelle des cahiers d'acteurs, qui sont notamment destinés à des organisations particulièrement structurées qui ont envie de déposer un avis très complet, très organisé. Vous avez un format, un dispositif qui est prévu sur le site internet, donc n'hésitez pas si vous souhaitez déposer un cahier d'acteurs comme vous parliez d'associations. Est-ce que quelqu'un à cette table souhaite restituer les échanges? C'est vous. Merci. Alors nous, notre principale idée, en fait, ce serait de changer la localisation des logements. Il a été évoqué de les faire soit avec le bâtiment existant, soit dans un nouveau bâtiment. Et en fait, on propose une alternative avec la localisation du bâtiment de résidence, en fait, on va dire du côté... oui, je viens la pointe. En fait, sur le plan, si vous regardez, il y a un bâtiment qui est prévu ici. Et donc, l'idée, en fait, ce serait de le dédier au logement. Pour 2 raisons, en fait. On est contre le fait de mettre le bâtiment du côté du boulevard, puisque au niveau du bruit, on est quand même justement sur un boulevard, donc ce ne serait pas idéal. Ensuite, on trouve que c'est en contradiction avec l'idée de ne pas casser la perspective sur le monobloc existant. Et la raison pour laquelle on est contre le fait de le mettre dans le monobloc, c'est que c'est quand même un élément de bien-être énorme d'avoir une séparation entre ce qu'on fait dans la vie professionnelle et étudiante et le logement. Et du coup, avoir 2 bâtiments séparés, ça nous paraît quelque chose qui est très important en fait pour le confort de vie de ceux qui y logeront. Et de fait, il y a déjà un bâtiment qui est existant, là on voudrait localiser les logements et du coup ça ne viendrait pas changer pour les riverains en fait une perspective sur le monobloc. Hop là, je vois juste ici.
En fait, sur le plan, si vous regardez, il y a un bloc rouge juste à cet endroit-là. Donc, c'est déjà un bâtiment qui est prévu. Hop là. Et ce serait l'idée d'y mettre les logements, en fait. Et ça permettrait en même temps de dégager l'espace du côté du boulevard pour mettre un espace très bas, en fait, dédié aux mobilités durables, où il y aurait à la fois un espace pour garer les vélos, puisqu'on est sur un public étudiant qui utilise de plus en plus ce moyen de transport, et où on pourrait également mettre des casiers, par exemple, pour les casques, ou éventuellement des douches, puisqu'aujourd'hui, c'est une question qui revient de plus en plus sur le fait d'utiliser le vélo, où les gens aimeraient bien prendre une douche avant d'arriver dans leur salle de classe, ou pour les enseignants-chercheurs sur leur lieu de travail. Et donc, on pourrait éventuellement mettre un petit local dédié aux mobilités durables à cet endroit-là. Ensuite, par rapport aux espaces verts, on est pour préserver tout ce qui est existant. Donc, on est sensible au fait de garder les arbres, de garder tout le patrimoine végétal et arboré, et de dédier l'espace à un espace de balade. On a quand même des parcs qui sont proches, notamment le Luxembourg, dans lesquels les riverains vont aussi se balader. Donc là, ce serait faire un espace de promenade de proximité. Et au niveau des entrées, pour le coup, on était plutôt d'accord avec l'idée d'avoir 2 entrées, une plutôt dédiée à la logistique et une dédiée aux piétons et cyclistes. Merci. Merci à vous. Vous avez un complément ? Juste un petit point relatif à la sécurité. Dans la mesure où il y aura 2000 personnes qui vont travailler sur ce site, vous dites également que le public va pouvoir y rentrer. Quid de la sécurité, du fait que la nuit, il ne faut pas que des gens puissent s'installer dans la partie jardin. Et également, l'entrée de l'armée, on n'a pas compris où elle se trouvait. Donc si elle va se faire au milieu du marché. Merci. Alors, il nous reste un groupe. Les représentants du porteur-projet apporteront un certain nombre de réponses, notamment pour répondre à ces questions précises. Vous êtes notre dernier groupe. Est-ce que quelqu'un veut restituer ? Bonsoir à tout le monde. Oui, a priori, non, ça devrait aller, mais bon. Du coup, merci pour la présentation. Nous, on a déjà commencé, je crois, à parler de l'aspect jardin. Donc, on était un petit peu déçus déjà du fait que voilà, on n'ait pas l'accès à la partie qui soit au ministère des Armées. Bon, voilà, on en a déjà parlé. S'il y a la possibilité, effectivement, de récupérer le mail planté, ça peut être vraiment intéressant. Après, au niveau donc, de la végétalisation des toitures terrasses, on pensait également que c'était une bonne idée. Et effectivement, si ça peut être des plantes médicinales, pourquoi pas, on rentre complètement dans le thème. Voilà. Après, effectivement, c'est vraiment des espaces verts aujourd'hui qui sont assez contraints, où on ne voit pas forcément en fait, l'aménité pour l'instant, elle est assez réduite quoi, pour les riverains. Je pense qu'au niveau des ouvertures, monsieur nous désignait une ouverture au niveau du nord qui peut être effectivement très intéressante. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative. Après, sur l'ouverture au sud, au niveau du sud de la parcelle, on n'a pas discuté au niveau de la table, mais je pense que ne laisser qu'une seule ouverture au niveau du nord, ça pourrait pas forcément fonctionner au regard de la capacité que va prendre ce bâtiment. Enfin, 73 000 m², une seule ouverture au nord, ça va être un petit peu trop étroit, je pense. Donc faire une ouverture au sud, ça serait assez intéressant au niveau du sud-ouest de la parcelle, là où vous l'aviez désigné initialement. Ça peut être une bonne chose. Et effectivement, vu que vous voulez essayer d'avoir cette entrée qui était l'entrée initiale historique de ce bâtiment ouverte sur l'esplanade, ça fait sens en fait d'avoir cette ouverture au niveau du sud-ouest de la parcelle. Ensuite, au niveau de l'ouverture justement de cet îlot à son quartier, on avait songé au niveau de la programmation à avoir en fait une programmation qui puisse aussi s'adresser aux habitants et pas seulement aux chercheurs et étudiants au niveau de la science et des métiers du numérique. Donc en fait, on s'était dit que ça peut être intéressant d'avoir un cabinet médical qui puisse être ouvert
aux gens du quartier. Puisque je crois savoir que sur Paris, ça devient compliqué pour des médecins libéraux d'avoir en fait un cabinet médical. Voilà, donc ça peut être intéressant de conserver une petite surface pour ces personnes-là. Et on resterait dans le thème en plus, donc ça peut être intéressant. Ensuite, pourquoi pas aussi avoir une programmation où on conserve un espace avec des conférences qui peuvent être sur la question de la santé, du numérique, de l'éthique, qui puissent être ouvertes aux gens du quartier et qui s'intéressent à ces questions-là. Et au-delà, bien sûr. Donc après, également, donc mon voisin de table avait émis l'idée d'avoir des choses au niveau de l'art numérique également. Pourquoi pas des partenariats avec la Gaîté Lyrique à Paris, qui a pas mal de choses sur ces réflexions-là. Voilà. Et donc je parlais aussi donc des conférences, et ça peut être aussi des formations qui s'adressent aussi aux gens du quartier et au-delà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des compléments. Juste pour appuyer la proposition, pour étendre la parcelle et prendre l'allée d'arbres, nous, on était même partisans d'en prendre encore beaucoup plus pour faire un vrai jardin, si jamais, voilà, on repousse la limite. Sinon, malheureusement, je crois qu'on a compris, il n'y a pas de jardin. Si la limite, elle est là, telle qu'indiquée, il n'y a pas de jardin. Donc, il n'y a pas d'ouverture de jardin sur le quartier. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments. Je pense que cette soirée est très, très riche. Je propose aux porteurs de projets d'apporter peut-être quelques... alors, non pas des réponses au sens où les propositions que vous faites ce soir nécessitent un certain nombre de réflexions de la part de la maîtrise d'ouvrage, mais peut-être des précisions sur des hypothèses qui sont d'ores et déjà faites et qui vous expliquent peut-être des partis pris à ce stade du projet. Merci beaucoup. Écoutez, avant de commenter tout ce qui a été dit, je voudrais vous remercier. Je suis très impressionné de la façon dont vous avez abordé ce sujet qui est complexe et surtout avec une justesse sur un grand nombre de points qui sont en réflexion chez nous aussi, qui est parfaitement remarquable. Donc, on pourra vous prendre dans l'équipe pour venir renforcer la réflexion pour ceux qui ont un petit peu de temps. Peut-être, alors effectivement, je n'ai pas forcément de réponse à vous amener aujourd'hui, parce que vous avez bien compris qu'on est en train de délimiter les grands contours, les grands sujets et les grandes orientations du programme, qu'il y a un certain nombre de points qui sont des points complexes et qui sont multiparamétriques, pour lesquels on a besoin à la fois de diagnostic ou technique, à la fois d'avis, à la fois d'échanges ou de concertation avec certains des acteurs, mais simplement peut-être balayer les points qui ont été évoqués pour renforcer justement le fait que ce sont des points qui sont en réflexion de notre côté également, et puis donner quelques éléments de réflexion complémentaires ou peut-être parfois malheureusement quelques éléments de complexité supplémentaires pour essayer de voir avec les paramètres avec lesquels on réfléchit. Sur la question des circulations ou de la présence de voitures ou de parking sur la parcelle, l'enjeu qui est affiché clairement, c'est de respecter et de valoriser le bâtiment et ce qu'il est aujourd'hui, de renforcer la végétalisation, et puis 3, de respecter l'empreinte et l'insertion du bâtiment dans son environnement. Donc tout ça, ça peut être des grands mots ou des grands thèmes. La réalité, c'est que quand on dit ça, on ne va pas faire un parking à la place des espaces verts. Et donc évidemment, toutes les circulations pour ce qui est de ce qui concerne la logistique, les livraisons ou les flux de voitures, mais qui devraient normalement diminuer dans le temps où on construit ce programme, se feront de façon invisible et en dessous du bâtiment. Il y a eu des questions, je vais les traiter en même temps, sur la gestion des flux à l'intérieur de la parcelle. Et donc, une des questions, c'est d'arriver à savoir comment est-ce qu'on va gérer les flux piétons, les flux voitures, et puis on souhaite favoriser les flux de mobilité alternatives, et notamment les vélos et autres. Et donc, on ne peut pas malheureusement mettre tous les flux ensemble. Et donc, c'est pour ça que ce qui est envisagé aujourd'hui, il y a un accès voiture qui existe et qui pourrait être conservé, je dis bien pourrait. Et puis, il y a des accès piétons qui pourraient être modifiés, notamment pour valoriser le bâtiment, encore une fois avec cette idée. Et ce qui a été bien montré tout à l'heure par Charlotte Vergélis, c'est
le côté majestueux de l'ouverture principale via la place d'Armes, qui pourrait être quelque chose qui met vraiment en valeur le bâtiment. Donc voilà, ça fait partie des réflexions, et c'est pour ça que vous avez cette petite flèche jaune qui dit on pourrait faire passer des flux piétons par ce côté, parce que ça va mettre en valeur vraiment l'ensemble architectural. Sur la question des logements, c'est des questions qui sont en réflexion évidemment. Il y a effectivement la possibilité d'avoir des logements au sein du bâtiment, mais qui vont impacter les activités, en plus de ce qui a été mentionné sur le bien-être des personnes qui pourraient y vivre. Et puis la question de la possibilité de le mettre à l'extérieur, avec plusieurs localisations, avec des questions à la fois de fonctionnalité et puis les enjeux aussi de réglementation vis-à-vis de ces logements, parce qu'on ne pourra pas malheureusement faire tout ce qu'on veut pour la construction de ces logements, notamment le mettre très loin à l'extérieur de la parcelle, ou avoir des parcelles de jour qui ne sont pas tout à fait adaptées, etc. Donc c'est pour ça qu'en première approche, les logements avaient été positionnés en alternative au bâtiment lui-même sur ce côté boulevard, pour des questions de facilité d'accès aussi, et pas forcément avoir à aller au fond de la parcelle, en plus de pouvoir éventuellement gêner les riverains qui sont dans le fond. Mais évidemment, ça fait partie des choses qui sont en discussion. Il y a eu quelques éléments sur la possibilité d'avoir des activités de soins à l'intérieur du bâtiment. Et donc, c'est quelque chose que j'ai discuté avec un des groupes tout à l'heure. L'objectif de ce programme-là, c'est vraiment d'avoir une activité qui soit dévolue à la recherche et à l'utilisation du numérique pour la santé. Il y a une offre de soins qui est très importante dans Paris, même si effectivement elle n'est pas forcément constante sur tous les aspects du soin. Et le positionnement en face d'un grand hôpital réputé comme Cochin, ou à proximité d'hôpitaux de la PHP, permet d'envisager, et ça c'est vraiment la question de la gestion de l'Agence régionale de santé, qu'il n'y ait pas forcément besoin de recréer des structures de soins. Ce qui est certain en tout cas, c'est que notre activité sur le numérique pour la santé se lie de façon très forte avec les activités de soins, parce que les données sont générées par les activités au sein des hôpitaux ou au sein des cabinets médicaux, etc. Et qu'à ce titre, il y a des partenariats très, très aboutis qui sont en train de se mettre en place, notamment avec l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, et bien évidemment avec des logiques de proximité justement de ces hôpitaux. La question de la délimitation exacte de la parcelle et de son affectation, je note de façon très intéressante qu'elle est ressortie sur plusieurs groupes. Malheureusement, elle ne dépend pas complètement de notre décision à nous, puisque ça fait partie des décisions de l'État, qui va prendre en compte les besoins de ces opérateurs ou ministères respectifs, et qui va prendre des décisions pour regarder ensuite où se porte la délimitation. Et donc, évidemment, c'est intéressant de regarder des alternatives, notamment sur les enjeux de circulation et d'entrée par le bâtiment à l'avant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir toute la liberté sur la réflexion autour de ces éléments, malheureusement. Et ce qui a été dit, puisque ce sujet-là avait été abordé dans la réunion publique d'ouverture le 21 septembre, c'est qu'il y avait en cours une réflexion d'ouverture au public des jardins, mais c'est quelque chose qui est géré par le ministère des Armées et qui n'est pas directement relié au programme. Et donc, je crois que ce qui a été dit à un moment, c'est le transfert du jardin à la ville de Paris. Je n'ai pas d'éléments pour dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui serait d'actualité, puisque c'est l'État qui reste affectataire aujourd'hui de ces parcelles. Voilà. Alors, la question sur l'ouverture vers la rue Claude Bernard, c'est également un point qui a été mentionné lors de la réunion publique d'ouverture, ou l'ouverture vers le petit corridor vert dont vous parliez. Là aussi, ça fait partie des choses qui sont sur les terrains du ministère des Armées, et donc qui ne font pas partie du périmètre directement, même si je comprends que c'est quelque chose qui serait souhaité. Et puisqu'on a discuté tout à l'heure autour du bâtiment, et notamment sur l'empreinte pour les riverains et les nuisances éventuelles pour les riverains, ça me permet de préciser, avec la question des antennes relais que vous aviez abordée tout à l'heure, sur le fait que sur le bâtiment aujourd'hui, il y a beaucoup de machinerie en toiture. Il y a de la climatisation, il y a beaucoup d'éléments. Un des aspects du programme, c'est justement de faire redescendre ces équipements pour qu'ils soient plus en toiture, qu'on puisse valoriser là aussi les espaces
en haut du bâtiment et envisager un certain nombre d'éléments autres, mais qui ne soient pas des éléments qui génèrent du bruit ou des nuisances visuelles, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Donc ça fait partie des réflexions qu'on a, et a priori, on n'a pas prévu de mettre d'antennes relais ou de grandes oreilles ou autres radars sur le toit. Voilà. Et puis les points sur le renforcement de la végétalisation, je pense que c'est des choses qu'on a abordées tout à l'heure. Ça fait partie effectivement à la fois des préoccupations qui ont été exprimées par un grand nombre d'acteurs autour du programme et qu'on a fait nôtre dans la réflexion. Et puis un dernier point qui est intéressant sur la question de la médiation et de l'ouverture vers la société. C'est un point que j'ai mentionné tout à l'heure, mais de façon rapide parce qu'on avait peu de temps. Mais c'est un réel axe fort du projet, c'est-à-dire la volonté d'ouvrir ces sujets vers la société. Aujourd'hui, le numérique, il est permanent, il est constant, et beaucoup de gens se posent des questions sur l'utilisation des données de santé, peut-être un petit peu moins sur l'utilisation des données de son smartphone qu'on livre sans forcément le savoir, en faisant des recherches sur Internet, en se baladant et sans ayant désactivé la géolocalisation. Et donc, la réflexion sur ces données de santé, elle est importante pour la société, elle est importante pour chaque citoyen, pour comprendre pourquoi est-ce que ces données, elles sont utiles, pourquoi est-ce qu'elles peuvent être valorisées, pourquoi est-ce qu'elles font l'objet d'attaques ou de vols aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on va chercher à les renforcer dans le futur, et quel intérêt ça va avoir pour le système de santé. Donc toutes ces questions-là, qui sont des questions vraiment importantes pour les activités de recherche et de soins, sont des questions qui doivent être ouvertes avec un débat de société pour arriver à se positionner dans des choix souverains et ne pas forcément laisser d'autres ou d'autres pays imposer des choix qui ne seraient pas forcément les nôtres. Et donc, il y a tout un aspect autour du programme qui vise justement à ouvrir ces questions vers la société, à la fois sous forme de réflexion et de débat éthique, mais également sous forme d'événements ou d'animation. Et donc, l'ouverture de ce bâtiment vers la société, ça va vers ces sujets-là. Et dans les réflexions qu'on a aujourd'hui sur les questions de la médiation, eh bien, on essaye de regarder quels sont les éléments qui peuvent permettre de faciliter cette médiation. Il y a eu la mention justement de l'art comme un élément de médiation, et on était en train de travailler, alors pas forcément avec la structure qui a été mentionnée, mais avec une autre, avec un grand musée national, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'art, et notamment l'art autour du numérique, pour accompagner la réflexion citoyenne sur ces sujets de données de santé. Donc ça fait partie des éléments qu'on met en place dans le programme et qui pourront intégrer le bâtiment dans le cadre, alors je ne sais pas si ce sera des expositions, je ne sais pas si ce sera des animations, je ne sais pas si ce sera des événements ou des débats, mais on a le temps justement de le programmer. En tout cas, cette volonté d'ouvrir ce bâtiment et d'ouvrir ces questions vers la société, elle est réelle et elle se traduit à travers ces différents projets. Voilà les éléments de réponse que je pouvais amener. Malheureusement, pas toutes les réponses à tout ce qui a été avancé ce soir, mais encore une fois, je tenais à vous remercier beaucoup du temps que vous avez passé et puis de l'exercice auquel vous vous êtes prêté. J'ai trouvé avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur et beaucoup d'intérêt. C'est extrêmement important pour nous. Vous avez vu qu'on croit beaucoup à ce programme. C'est quelque chose qui est important et emblématique. Et le temps que vous avez passé et la pertinence et la justesse des réflexions que vous avez apportées nous renforcent vraiment dans cette idée. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste passer la parole à Madame Durand, garante de la concertation, pour que quelques mots sur son ressenti sur notre atelier. Merci beaucoup, merci énormément pour la richesse vraiment et la qualité des échanges. Je souhaitais vraiment vous inviter à continuer le débat, surtout sur ce projet Paris Santé Campus. Donc je vous invite vraiment à contribuer. Contribuer, c'est comment? Mais ça peut être tout simplement un cahier d'acteurs, mais également une contribution, indiquer des observations, poser des questions. Donc pour ça, je vous répète donc le site internet www.concertation-parissantécampus.fr, et vraiment on compte sur vous pour la suite. Une personne parlait des retombées socio-économiques, donc il y aura un webinaire à ce sujet, donc le 19 octobre.
Et bien avant, bien évidemment, vous avez la liste des prochains. Donc le prochain, c'est le webinaire sur les enjeux de sécurité et de santé, le mardi 12 octobre. Donc encore, je vous renouvelle tous mes remerciements pour votre participation et vraiment la qualité des échanges. Merci beaucoup.